vidéo super importante, je trouve. On va se pencher sur un gros sujet. On va se pencher sur une grosse notion qui est l'hypersensibilité. Pour ce faire, exceptionnellement, je vais être à la fois sur TikTok et sur YouTube. Mais sur YouTube, du coup, ça sera une vidéo en une seule partie. Et sur TikTok, ce sera en 3 parties, j'espère. Et pour ne pas me mélanger les pinceaux, pour ne pas être dans quelque chose de trop compliqué, je vais filmer en une seule fois et donc le format sera différent sur TikTok et sur YouTube. Donc l'image pour l'une des deux plateformes, ce sera peut-être un peu plus moche que pour l'autre. Ceci étant dit, commençons par le commencement. Il y a presque un an, le 4 novembre 2024, je vous avais fait une vidéo sur l'hypersensibilité. C'était encore le moment où je parlais vraiment en fonction de mon point de vue, en fonction de ce que je savais et de ce que je voyais. Et donc, je vous avais dit ça. Venez, on en parle. En vrai, on en parle que tout le monde n'a pas la même jauge d'acceptation. Parce qu'en vrai, j'ai vu énormément de personnes se faire insulter de faibles, de victimes, de choses comme ça, pour des trucs que genre majoritairement les gens pouvaient accepter, on va dire. Mais comme ces personnes-là, elles, n'étaient pas en capacité d'accepter ça, bah genre on les traitait de victimes, de dermes, de choses comme ça. Vous savez, c'est dû à quoi ça? Vous savez, c'est dû à quoi? C'est dû aux critères sociaux actuels qui font que tout le monde doit passer pour quelqu'un de fort. Au même titre que, comme j'en parlais la dernière fois, les parents qui tabassent leurs enfants en leur disant ouais, je te donne une éducation stricte parce que la vie est dure. Bah, y a des gens qui subissent des trucs de fou et qui se sentent pas en droit de se plaindre parce que bah, la vie elle est dure pour tout le monde. Je trouve que j'entends trop autour de moi des trucs genre ouais, moi je subis ça, mais vas-y, on va dire que ça va. Il y a des gens pour qui c'est pire, je peux pas me plaindre. Sauf que qu'on se le dise, hein, vous avez envie de pleurer, de crier de fou parce que vous avez une aiguille dans le pied et que ça vous fait mal, bah criez, quitte à en faire des caisses, à en parler pendant 1000 ans, parce que la douleur est forte, mais faites-le. Parce que tout ce que vous gardez en vous, ça sera gardé dans votre tête. C'est-à-dire que tout ce que vous allez garder comme des non-dits, comme des choses honteuses ou quoi, bah, ça va rester dans votre psychisme. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une santé mentale déplorable, disons. Donc vraiment, faut pas écouter les gens qui vous disent ah mais ça c'est rien, ça c'est ci, ça c'est ça. Si ça vous affecte, c'est qu'il y a une raison. Et la première chose à faire dans ce cas-là, c'est de vous plaindre, c'est d'en parler, parce que se plaindre, c'est juste communiquer sur quelque chose. Après, les gens ne sont pas obligés de vous écouter, hein, quand vous vous plaignez. Franchement, si ça les dérange, bah, ils n'ont qu'à partir, tout simplement. Et ensuite, après en avoir parlé, il faut comprendre pourquoi ça vous touche autant. Que ce soit, ou pourquoi ça vous touche pas, justement. Parce qu'il y a des personnes, justement, aussi, qui vont être dans quelque chose de grave, qui vont pas réaliser que c'est grave, parce que personne ne leur a jamais dit que c'est grave, parce qu'elles doivent paraître fortes. Eh bien, un an plus tard, j'ai envie d'apporter plus de profondeur à cette vidéo. Parce que pour ceux qui le savent, j'ai énormément de sujets sur lesquels je dois venir m'exprimer, du moins sur lesquels j'avais choisi de m'exprimer et du coup, je les avais notés de côté pour me dire, voilà, faut que j'en parle à un moment. Et j'avais noté du coup de parler de l'hypersensibilité émotionnelle parce que c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui me parle et c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en avant. Ceci étant dit, avant de commencer, j'ai envie qu'on se penche sur plusieurs points. Tout d'abord, il faut savoir que cette question d'hypersensibilité, c'est quelque chose qui, en termes de notions étudiées, est quelque chose de très récent. Les gens ont commencé à se pencher dessus en 1994. Et quand je dis les gens, je parle plus particulièrement d'une psychologue américaine qui s'appelle Helen Aron. Et donc, comme ces recherches sont encore très récentes, il y a encore beaucoup de théories, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse. Mais quand je vous dis ça, c'est réel, il y a énormément de questions sans réponse sur le sujet de l'hypersensibilité. Donc il y a plein de choses sur lesquelles malheureusement on ne pourra pas se pencher. En parallèle de ça, j'ai envie qu'on se dise et qu'on le sache, il y a énormément de vulgarisation qui est faite. Et d'un côté, c'est bien parce que ça permet à des personnes qui ont du mal avec les contenus très scientifiques de se pencher sur des sujets. Mais ça fait aussi que les personnes qui viennent vulgariser, bah justement, elles viennent vulgariser. Et donc, elles s'éloignent énormément du contenu scientifique et des propos scientifiques. Parce qu'on le dira peut-être jamais assez, mais les mots ont leur importance. Et quand je dis ça, je dis pas que moi, je suis une personne qui est au-dessus d'elle
dans ma vulgarisation. Parce que moi aussi, je fais de la vulgarisation. Parce que moi aussi, j'ai souvent du mal avec les termes scientifiques. Ceci étant dit, c'est juste un rappel de sensibilisation et de prévention à bien dire que lorsque vous êtes dans cette recherche de vulgarisation et de rendre plus accessible des choses complexes, il faut tout d'abord mettre en avant le but de votre vulgarisation et le contexte de votre vulgarisation et les inviter à se pencher sur vos sources pour qu'ils puissent avoir un avis extérieur de ce que vous dites. Et surtout, il faut vous baser concrètement sur des sources. Il faut partager vos sources. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste mettre en place des définitions, il ne faut pas juste parler de certaines choses, il faut parler de tout le mécanisme et de tout le processus qui a fait qu'on en est venu à comprendre cette chose. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, ce sont des études, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui qui seront peut-être démenties plus tard. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi aujourd'hui on dit que les choses sont comme ça. Je vous l'avais dit, ça va être long. Ceci étant dit, il faut aussi se dire qu'on est dans une société qui est surstimulante, c'est-à-dire qu'on est tout le temps stimulé énormément. Et ça, on le définira plus tard, mais du point de vue d'une personne qui est hypersensible et du point de vue d'une personne qui rentre dans les critères standards, vous n'allez pas le vivre de la même manière. Mais de fait, on est tous surstimulés. On n'est juste pas tous conscients de cette surstimulation. Ce qui fait que les personnes qui en sont conscientes, qui sont conscientes de cette surstimulation et qui sont hypersensibles, souvent, même très souvent, pour ne pas dire tout le temps, elles sont marginalisées, elles sont invisibilisées et elles sont traitées comme des personnes qui sont différentes. À savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, ce terme d'hypersensibilité, c'est un terme qui représente, dans les représentations sociales, la fragilité et un défaut, alors que la sensibilité et l'hypersensibilité, ce sont juste des traits de caractère. Si vous êtes hypersensible, ce n'est pas mal, tout comme ce n'est pas bien, c'est quelque chose qui juste vous construit. C'est vous. Vous pouvez être fier de votre hypersensibilité, tout comme vous pouvez ne pas en être fier. Cependant, à mon sens en tout cas, vous n'avez pas un devoir d'en être fier, tout comme vous n'avez pas un devoir d'en avoir honte. Vous vous positionnez derrière, comme vous le ressentez, vis-à-vis justement de l'estime que vous placez dedans. Mais personne n'a à vous dire comment vous comportez vis-à-vis de votre personne. Ceci étant dit, on peut commencer par définir ce qu'est l'hypersensibilité. Pour ce faire, on doit revenir se pencher sur les études d'Hélène Aron, celle que je vous disais qui est considérée comme la spécialiste de l'hypersensibilité parce que c'est la première à s'être penchée dessus. Donc en 1994, elle est venue le définir en la terminaison HSP. Vous excuserez une nouvelle fois mon accent anglais, mais du coup ça signifie Highly Sensible Person. Donc c'est les personnes hypersensibles. À savoir qu'elle définit à ce moment-là l'hypersensibilité comme le fait d'avoir une sensibilité qui est plus élevée, plus haute que la moyenne. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? La sensibilité, c'est notre réaction, notre réactivité face aux stimuli internes ou externes. Donc en clair, face aux événements qui se passent en nous et à l'extérieur, dans notre environnement. Je vous donne un exemple concrètement. Vous vous baladez dans la rue et vous tombez sur un lion. Vous vous dites, bon, il y a un lion, vous êtes face à cette situation. Cette situation vous touche, c'est un stimuli. Ce stimuli, donc, envoie des informations à votre cerveau et votre cerveau, dans cette activité cérébrale, va mettre en place une réponse, à savoir soit la peur, soit l'immobilisation, soit la fuite, soit le combat. La manière dont vous allez réagir, c'est lié à vos MIO, vos modèles internes opérants, qui découlent eux-mêmes de vos MI, donc comment vous percevez la situation, vos mécanismes interpersonnels interprétatifs. Ceci étant dit, pour une personne hypersensible, cette situation, ce stimuli, va envoyer davantage de messages cérébraux au cerveau de cette personne. Et donc, il y a déjà une activité cérébrale qui est plus forte. Et en plus de ça, les personnes qui sont dites hypersensibles, ce sont des personnes qui ont accès à plus de nuances de ces messages, de ces informations, que la moyenne. Parce que si finalement, tout le monde avait le même accès aux mêmes nuances de ces messages-là, même si vous avez 10 000 messages en plus, si vous ne pouvez voir qu'un certain nombre de messages, tout le monde réagit de la même manière, ou du moins tout le monde a la même base, on va dire, pour répondre ensuite. Cependant, ces personnes-là ayant plus accès à d'autres nuances et ayant en plus de cela plus de messages, il y a vraiment une surstimulation qui est faite. Scientifiquement, on va dire que c'est une activité nerveuse qui est plus élevée que la moyenne. Et donc tout ça, ça crée une hyperactivité cérébrale.
Mais il faut bien comprendre que le cerveau des personnes dites hypersensibles et des personnes dont la sensibilité rentre dans la moyenne fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il est structuré de la même manière. Il n'y a pas une zone qui est plus grande, il n'y a pas une zone qui est plus petite. Cependant, les circuits du cerveau, les circuits cérébraux et nerveux, eux, ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc, c'est bien l'activité qui change et non pas la structure du cerveau. C'est important à prendre en compte. Et là, on pourrait se demander comment ça se fait? Comment ça se fait que certaines personnes aient cette hyperactivité ou soient plus sensibles, soient plus à même d'avoir cette hyperactivité cérébrale? Eh bien, tout se passe au niveau des gènes. Tout ça, c'est quelque chose qui est génétique. Cependant, bien que ce soit quelque chose de génétique, c'est quelque chose qui est évolutif. Ça peut évoluer dans le temps en fonction de vos ressources et en fonction de comment vous allez voir les choses et agir en fonction. Donc, en fonction de vos MI et de vos MIO. C'est pour ça d'ailleurs que cette question d'hypersensibilité et de sensibilité s'est définie par plusieurs chercheurs comme une ressource de résilience, donc quelque chose qui peut vous aider à surmonter les traumatismes de la vie et ce qui est un peu compliqué. Concrètement, votre niveau de sensibilité et votre rapport à la sensibilité et plus largement donc votre activité cérébrale, c'est quelque chose qui peut vous aider à agir de manière plus adaptée et vous sortir, rebondir de certaines situations qui sont compliquées pour vous. Ceci étant dit, il faut savoir qu'il y a 3 types d'hypersensibilité. Il y a donc la question de l'hypersensibilité émotionnelle, l'hypersensibilité sensorielle et l'hypersensibilité, cognitive. À savoir donc qu'une personne qui est hypersensible, c'est quelqu'un qui peut soit être hypersensible au niveau de ses émotions, soit au niveau de ses sens, soit au niveau de sa manière de penser et de son intensité de pensée, on va dire. Tout comme ça peut être quelqu'un qui peut être hypersensible au niveau des émotions et de la cognition, tout comme ça peut être au niveau du sensoriel et de la cognition. En fait, ça peut être vraiment soit l'un des trois, soit deux des trois, soit les trois. C'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte parce qu'il faut bien se rappeler que chaque humain est différent et que chaque personne, même ayant des caractéristiques similaires, reste différent intrinsèquement. Ceci étant dit, penchons-nous sur l'hypersensibilité sensorielle. L'hypersensibilité sensorielle, c'est le fait qu'on ait une sensibilité plus élevée que la moyenne au niveau de certains sens ou de tous ces sens. À savoir qu'il y a 6 sens. L'odorat, donc le fait de sentir, la vue, le fait de voir, l'ouïe, le fait d'entendre, le toucher, donc le fait de ressentir les choses, la perception du corps, la proprioception, ça s'appelle, donc le fait de pouvoir figurer son corps dans l'espace, et le goût, donc le fait tout simplement de pouvoir ressentir des choses au niveau du goût. Donc lorsque vous avez une hypersensibilité sensorielle, vous allez être plus sensible dans ces sens-là, ou dans l'un de ces sens, mais aussi dans la nociception. La nociception, c'est le sens qui est propre à la douleur. Et donc cette hypersensibilité sensorielle, c'est quelque chose que scientifiquement, on va venir définir comme l'hyperesthie du sens en question, ou des sens. Donc lorsque c'est tous les sens, on va parler d'hyperesthie sensorielle, et lorsque c'est par exemple du goût, hyperesthie du goût. Passons maintenant à l'hypersensibilité émotionnelle. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est l'hyperactivité du système limbique et de l'insula. Et là, on peut se demander qu'est-ce que le système limbique et l'insula. Alors, tout d'abord, il faut savoir que comme l'hypersensibilité, les études autour de l'insula, il n'y en a pas énormément. Et donc, c'est encore une zone du cerveau qui est mal connue. À savoir que l'insula, du coup, c'est une partie du cerveau qui est très souvent liée aux fonctions limbiques. Mais donc, qu'est-ce que les fonctions limbiques et qu'est-ce que le système limbique? Les fonctions limbiques et le système limbique, c'est tout ce qui est en lien avec la conscience, la dépendance ou le dégoût. Et le système limbique en tant que tel, c'est celui qui vient traiter les informations reçues et qui pousse à avoir certains comportements. Il est donc très en lien avec les émotions, l'apprentissage et la mémoire. Mais donc, lorsqu'on a affaire à des personnes qui sont dites hypersensibles au niveau émotionnel, ce sont des personnes dont le système limbique et l'insula viennent être hyperactifs. Et donc, ça crée des ressentis et des émotions très forts et très puissants. Mais quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte dans cette hypersensibilité émotionnelle, c'est qu'on trouve une hyperactivité des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est concrètement, comme leur nom l'indique, ce qui vous pousse à reproduire ce que vous voyez en face de vous.
Donc ce sont des neurones qui sont très en lien avec les informations que vous percevez de l'extérieur et avec cette question de reproduction. Par exemple, lorsque vous voyez un bébé et que vous faites quelque chose et que vous voyez que ce bébé fait la même chose, ce sont ces neurones miroirs qui sont à ce moment-là utilisés. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on a des personnes qui sont dites hypersensibles au niveau émotionnel, on va voir qu'elles vont être dans quelque chose de l'hyper-empathie. Parce que justement, elles vont ressentir beaucoup plus que la normale, beaucoup plus que la moyenne, les émotions des autres. Et donc, vu que également leurs neurones miroirs sont en hyperactivité, elles vont reproduire ces émotions. Et donc, elles vont être plus à même de comprendre ce que les gens ressentent, vu qu'elles-mêmes vont ressentir la même chose par question de reproduction. Ceci étant dit, toute cette question de compréhension et d'hyperactivité émotionnelle, c'est quelque chose qui est en lien justement avec l'hypersensibilité cognitive. Parce que la cognition, c'est très en lien avec l'apprentissage, avec la mémoire, mais aussi avec notre manière de raisonner, avec notre compréhension, avec notre attention et avec notre concentration. Et donc très souvent, l'hyperémotion, ça crée de l'hypercognition. Mais comme je l'avais dit, on peut avoir de l'hypercognition sans avoir forcément de l'hyperémotion. Tout comme on peut avoir de l'hyperémotion sans avoir forcément de l'hypercognition. Mais donc cette hypercognition, ça va avoir comme conséquence pour les personnes de créer des ruminations, de créer des personnes qui vont être overthinking, excusez-moi encore pour mon accent anglais, mais donc des personnes qui vont réfléchir énormément, qui vont avoir du coup ce système cognitif qui va être en hyperactivité, qui vont réfléchir beaucoup, qui vont cogiter, qui peuvent développer d'ailleurs des troubles obsessionnels. Et c'est aussi des personnes qui peuvent avoir des consciences créatives et des pensées qui sont très vives. Et donc généralement les personnes qui ont cette hypercognition, ce sont des personnes qui sont très conscientes des choses. Parce que justement, elles viennent se pencher davantage sur les choses, elles viennent davantage se poser des questions et donc davantage être dans cette forme de conscience. Mais ceci étant dit, maintenant qu'on a défini les différentes hypersensibilités, on peut maintenant se pencher davantage sur les études qui sont ou qui ont été effectuées sur cette question. Au niveau des études, il y a énormément de corrélations, comme pour les études de tous les faits scientifiques, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une notion, l'hypersensibilité, qui est énormément attribuée à Helen Ayron. Cependant, Helen Ayron, ce n'est pas la première personne qui est venue se pencher sur cette question de sensibilité et donc d'hypersensibilité. Helen Ayron, elle est venue se pencher dessus en 1994 et c'est elle qui a défini le terme d'hypersensible. Mais avant elle, on a un monsieur qui s'appelle Carl Jung, dont on a déjà parlé sur TikTok pour parler de l'individuation. Individuation qui, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur YouTube, vous me demandez et puis j'exaucerai votre souhait. Mais qui est une notion qui est très importante, très emblématique de la santé mentale et très emblématique dans le développement cognitif et psychologique des personnes. À savoir que grosso modo, l'individuation, c'est le fait d'être dans un processus de recherche, de compréhension de soi, se détacher du groupe pour savoir qui on est réellement. Et donc Carl Jung, c'est en 1913 qu'il s'est penché sur cette question de sensibilité. À savoir que pour lui, la sensibilité et l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère. Il disait d'ailleurs que cette sensibilité innée, c'était un caractère enrichissant. Et pour lui, cette sensibilité, c'est un caractère, un trait de caractère qui peut venir se lier au traumatisme qu'on a eu lorsqu'on était enfant et ensuite devenir la cause de nombreux troubles psychiques. À savoir que Carl Jung, du coup, se penchait beaucoup sur le lien de corrélation entre cette sensibilité innée et les syndromes dépressifs, les syndromes anxieux et l'introversion. Le fait de garder en soi ce qu'il se joue en nous. Suite à ça, du coup, il y a eu énormément de chercheurs qui se sont penchés dessus. Enfin, énormément, on s'entend. Pour moi, ça reste un travail énorme et pour moi, il y a beaucoup de personnes dessus. Mais quand on le compare à d'autres études, on voit quand même qu'il y a relativement énormément moins de personnes. Ceci étant dit, vous avez par exemple la psychologue Cathy Assenheim qui, en 2020, a exposé que cette question d'hypersensibilité, c'était quelque chose qui crée un déséquilibre car une grosse consommation de ces ressources. À savoir qu'on en a beaucoup parlé lorsqu'on parlait de résilience. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo YouTube pour revenir sur la résilience parce que pareil, c'est un gros morceau. Et donc, on a des ressources internes et des ressources externes qui nous permettent de faire face à l'adversité, aux stimuli, aux situations
que l'on vit. Sauf que lorsqu'on est hypersensible, étant donné qu'on a une hyperactivité cérébrale et nerveuse, on va venir utiliser davantage de ressources que nécessaire, on va dire, pour cette situation. Et donc, il y a un déséquilibre qui est fait entre la situation et les ressources que l'on utilise. Et donc, ce déséquilibre, ça vient très souvent créer un autre déséquilibre qui est le déséquilibre, je n'arrive pas à parler, je ne sais pas ce qui se passe, le déséquilibre nerveux et hormonal chez la personne hypersensible. De plus, l'un des gros symptômes qui est mis en avant et qui est repéré chez les personnes hypersensibles, c'est la fatigue chronique. Les personnes hypersensibles, étant donné qu'elles sont énormément en activité, qu'elles se reposent peu, que leur cerveau se repose peu, elles sont sujettes à énormément de fatigue et donc elles sont plus souvent sujettes à cet état de dépression, à ce syndrome dépressif qu'expliquait Carl Jung, et sont également davantage sensibles et à même d'être touchées par des burn-out. À savoir que, petit parallèle sociétal, l'hypersensibilité, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément chez les personnes avec des troubles du spectre autistique, les personnes que l'on dit autistes. Je le mets entre guillemets parce qu'on est tous dans un certain spectre de l'autisme. C'est juste que selon notre place dans ce spectre, on va avoir des syndromes plus ou moins évidents et plus ou moins handicapants. C'est pour ça qu'on parle de troubles de ce spectre. Mais donc, cette hypersensibilité, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément chez les personnes avec un TSA. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on retrouve énormément dans leur enfance et dans leur petite enfance. Parce que cette hypersensibilité étant quelque chose de génétique, mais d'évolutif, ça peut soit diminuer avec le temps, soit se dupliquer avec le temps. Et ça dépend des situations qui sont complexes, qui sont intenses ou qui sont imprévisibles. Parce que justement, c'est dans ce type de situation que vous allez être à même de recevoir davantage de messages. Quand je dis de messages, c'est bien de messages nerveux. Et donc, comme on l'a vu, l'ensemble de cette hyperactivité nerveuse, c'est quelque chose qui peut toucher les sens, notamment la proprioception. Et lorsque ça vient toucher cette proprioception, ça peut également venir influer sur l'intégration de son existence par la personne. C'est-à-dire que lorsque vous avez du mal avec votre position dans l'espace, avec votre corps en lui-même, avec comment vous interagissez en fait avec l'extérieur et avec l'intérieur, vous allez pouvoir avoir du mal à considérer que vous êtes en vie, à considérer votre existence et à internaliser le fait que vous avez des expériences internes et que vous avez un vécu. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la mentalisation. La mentalisation, on en a parlé sur TikTok, ça fait partie du développement de l'enfant et ça lui permet de pouvoir se figurer qu'il a un vécu personnel, qu'il a des choses qui lui sont internes, mais qu'il y a aussi des choses qui sont extérieures à lui. Et donc, être dans cette jauge d'être soi, dans un monde, et donc de voir qu'il y a des choses qui lui appartiennent, il y a des choses qui ne lui appartiennent pas, et que le monde et sa vie se construisent comme ça, avec des interactions internes et des interactions extérieures. Et donc, lorsqu'il y a un défaut de mentalisation, par exemple, vous pouvez avoir des gens qui peuvent avoir des troubles de la personnalité ou des troubles du mode fictif, donc qui vont être dans quelque chose de s'inventer des histoires, de se construire des histoires fictives, parce qu'elles ont du mal à se figurer l'extérieur et la réalité. Tout comme il y a des gens qui vont avoir du mal à se figurer leurs expériences personnelles parce qu'elles auront un trouble du mode opérant psychique qui va les pousser à être dans quelque chose de plus porté vers l'extérieur et donc moins vers l'intérieur. Également, si vous voulez une vidéo sur la mentalisation, je pourrais vous en faire une, il n'y a aucun problème. Sinon, vous pouvez voir celle que j'ai faite sur TikTok. Ceci étant dit, cette hypersensibilité, c'est quelque chose qui peut avoir de nombreux symptômes, comme des comportements psychoactifs, une forte affectivité, donc un ressenti affectif qui est plus fort que la moyenne, une certaine intelligence émotionnelle, une hyperstimulabilité, donc le fait de se sentir et de ressentir la surstimulation, et ça peut avoir aussi comme conséquence une intensité affective et émotionnelle. Donc être beaucoup plus intense dans ses ressentis, dans ses émotions, dans ses sentiments et dans ses affects qui nous touchent, dans ce que l'on ressent et dans ce que l'on éprouve. Et ça, les études, elles disent que c'est du fait qu'il y a chez ces personnes, chez les personnes hypersensibles, un faible écart entre le soi et les autres, ce qui est du coup très en lien avec l'individuation.
et un faible écart entre le conscient et l'inconscient, ce qui rejoint un peu ce qu'on disait avec la mentalisation. Et ça serait dû au fait qu'en nous, on a quelque chose qui s'appelle un par-excitation, qui se développe au fur et à mesure de notre vie, qui est censé venir maintenir cet écart entre nous et les autres, entre notre perception de nous et notre perception des autres, et notre conscient et notre inconscient. Mais donc, les personnes hypersensibles auraient possiblement un développement différent de ce par excitation qui les amènerait à avoir une notion de leur rêve qui soit différente, une notion de la compréhension d'eux et du monde qui soit différente, et donc un rapport au monde qui soit différent. À savoir que cette meilleure compréhension, cette meilleure vision des choses, on va dire, c'est quelque chose qui les place comme, pour certaines personnes, des super-héros ou du moins des personnes avec des super-pouvoirs. Ce que scientifiquement, on va venir définir comme des personnes ayant eu des expériences exceptionnelles. Sur ce point, vous avez par exemple Thomas Rabeiron, qui en 2009, c'est un professeur de psychologie et de psychopathologie, qui en 2009 s'est penché sur des recherches autour du coup de ces expériences exceptionnelles, expériences que sociétalement on appelle du paranormal ou du mystique, et il a expliqué que dans certaines expériences, on retrouvait énormément de personnes avec cette hypersensibilité. Il a expliqué que par exemple, dans les expériences de télépathie, de clairvoyance, de précognition, donc c'est le fait de voir dans l'avenir, dans les expériences de mort imminente, dans les expériences de corps astral, de sortie de son corps, dans les expériences mystiques, dans les expériences médiumniques, donc c'est tout ce qui est en lien avec le médium, avec cette communication avec les esprits, mais du coup également dans les expériences de réincarnation, d'abduction, donc c'est le fait de raisonner, pardon, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, de raisonner d'une manière qui se veut un peu exceptionnelle, on va dire, dans le sens où vous allez avoir une situation et vous allez la déchiffrer très rapidement. Dans les expériences de psychokinésie, donc le fait de lire dans les pensées des autres, et dans les expériences de magnétisme, donc le fait d'être dans une relation aux énergies particulières. Donc Rabeiron, il explique que dans toutes ces expériences, on retrouve énormément de personnes avec cette hypersensibilité. Et donc tout ça, ça serait scientifiquement du fait que ces personnes ont un développement différent du par excitation et donc qui sont plus à même de voir certaines choses que la moyenne des gens ne voient pas, d'être plus à même avec certaines dispositions de ce monde que d'autres ne voient pas, et donc être tout simplement plus sensible à ce qui les entoure. Mais donc l'hypersensibilité, on le voit, c'est quelque chose qui est très controversé, quelque chose qui est encore en train d'être étudié, quelque chose d'assez complexe, et quelque chose qu'énormément de personnes vivent, puisque aujourd'hui encore, on est à 15 à 20% de personnes qui seraient hypersensibles. À savoir que ce chiffre est possiblement inexact, vu qu'il n'y a pas de diagnostic officiel qui soit fait sur la chose, puisqu'il n'y a pas de critères officiels pour définir ce qu'est ou non l'hypersensibilité. C'est vraiment propre à une moyenne, donc ça dépend de chaque endroit, de chaque critère que l'on choisit, de chaque étude de cette moyenne, ça dépend d'énormément de choses. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est hyper important et hyper intéressant en vrai, comme chose à analyser, comme objet d'analyse finalement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec leur personne parce que justement ils sont hypersensibles, que ce soit au niveau émotionnel, sensoriel, cognitif, plein de choses, voire tous, et qui du coup ont du mal à trouver leur place parce que malheureusement on est dans une société qui n'est pas énormément active dans le fait d'être inclusive, bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui se penchent dessus. Le système actuel de la société actuelle ne permet pas et n'est pas dans cette valorisation de l'inclusion malheureusement. Et donc je trouve ça important de se pencher dessus, de rappeler que ces personnes existent, que ce ne sont pas des êtres à part, que ce sont juste des gens comme nous, comme vous, comme moi, qu'on a tous notre niveau de sensibilité, qu'il soit plus faible que la moyenne, plus haut que la moyenne, dans la moyenne ou autre, et que la normalité est propre à chacun. C'est pas parce qu'on est normal dans une société que ça veut dire qu'on est anormal personnellement, parce que chacun a sa jauge de normalité.